Les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Un adage africain qui laisse à méditer et résonne avec l'actualité. En France, les femmes ne représentent que 43% des intervenants à l'antenne et 36% du temps de parole. Des chiffres en augmentation, mais qui continuent de pointer la sous-représentation de la parole des femmes dans les médias. Vox Femina est né d'une envie, aider les femmes à se faire entendre et à promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques pour réussir. Comment se sentir légitime, défendre ses idées, oser. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Mao Fancini est chercheuse et maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'université Paris-Est-Créteil. Elle travaille principalement sur les discours des élites politiques et économiques et la question des lanceurs d'alerte. De ses recherches universitaires et de son expérience dans les médias, elle tient le constat que l'espace sonore est saturé de voix masculines. Pour elle, faire davantage entendre des voix féminines est crucial pour promouvoir leur expertise et leur légitimité intellectuelle, d'autant plus sur des thématiques accaparées par les hommes. Bonjour Mao Fancini. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre domaine d'expertise en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Mao Fancini. Je suis chercheuse à l'université. Je m'intéresse principalement aux discours des élites politiques et économiques lorsqu'elles sont mises en cause par la justice. Et je m'intéresse aussi à la question des lanceurs d'alerte et plus récemment aux lanceuses d'alerte. J'ai un parcours professionnel qui est uniquement universitaire, ce qui présente des qualités mais aussi des inconvénients. J'ai soutenu donc une thèse de doctorat en 2018 directement à l'issue de mon master 2, après 50 thèses, et j'ai été ensuite nommée sur un poste de maîtresse de conférence à l'université Paris-Est-Créteil en 2019. Il se trouve que j'avais fait une école de commerce à Rouen en parallèle de mes études à Dauphine. Donc j'ai une expérience dans le secteur privé qui est lointaine et qui s'est tenue en fait à des stages. Donc j'ai une bonne connaissance du secteur public universitaire. Et le secteur privé, en fait, j'en ai une approche académique, c'est-à-dire que c'est mon objet de recherche, puisque je m'intéresse aux organisations du secteur privé et aussi du secteur public. Mais c'est vraiment un objet de recherche pour moi. J'ai un regard presque de sociologue, de gestionnaire sur le sujet, et moins une expérience professionnelle incarnée, si vous voulez. Est-ce que vous vous rappelez de votre première prise de parole publique ? Alors, il y a eu plusieurs premières fois. Donc, comme je travaille sur les lanceurs d'alerte, c'est un sujet qui fait parler de lui à intervalles réguliers quand il y a des nouvelles alertes ou des nouveaux scandales qui sont mis en évidence dans les médias. Donc, ma première prise de parole publique, elle est à l'université quand je commence à être enseignante. Je pourrais vous en parler. J'ai un souvenir très précis de mon premier cours d'entrée. Donc, c'était à Dauphine, chargée de TD. J'avais quelques années seulement de différence avec mes étudiants de première année. Et on m'avait donné 2 conseils. On m'avait dit arrive un petit peu en retard, comme ça ils sont déjà dans la salle et tu te jettes dans la fosse aux lions. Et en fait, les lions, c'était plutôt des chatons, puisque les étudiants de première année... on m'avait bien incité aussi à surpréparer mon intervention, et ce qui est un conseil que j'applique toujours aujourd'hui. Et la première prise de parole publique dans les médias, c'est la télévision suisse romande, il y a quelques années, sur mon sujet de thèse. On m'avait demandé d'intervenir sur le cas d'Hervé Falciani, qui est un lanceur d'alerte de la banque HSBC, qui a négocié des listes d'évadés fiscaux français. Et j'ai découvert en fait que la prise de parole à la télévision, c'est un exercice qui est très normé en fait, qui répond à des règles assez précises et qui n'est pas tellement une conversation. Je pense qu'il faut oublier l'idée d'une conversation avec un journaliste ou une journaliste qui serait intéressée. Elle est intéressée bien sûr, cette personne, mais ça répond quand même à des codes qu'il faut respecter. Et quelles étaient alors vos appréhensions ? Ma principale appréhension, j'ai une méfiance un peu naturelle parce que je travaille sur un sujet sensible, que ce soit les lanceurs d'alerte, en plus dans la banque, ou les hommes politiques et les élites économiques de manière générale quand elles sont mises en cause par la justice. C'est un sujet sensible, d'une part, donc je ne veux pas me faire piéger, et d'autre part, mon objectif n'est pas tellement de polémiquer, c'est plutôt d'amener des éléments de réflexion, de description, et parfois mettre en évidence des choses qui sont évidentes mais dont on a besoin qu'elles nous soient présentées pour qu'on comprenne qu'elles ne sont pas si naturelles que ça. Il faut quand même regarder l'audience, l'auditoire. Avec mes étudiants, c'est très clair. J'ai ce que j'appelle le regard poisson mort, donc vous avez perdu l'audience. Donc ça, il faut quand même y faire attention, mais sur des interventions orales, en général, quand c'est assez court, le journaliste suit quand même un petit peu ce qu'on dit. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'annoncer ce qu'on va dire et de dire ce que je vais dire est important.
Là, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que je vais dire. Je crois que sur les lanceurs d'alerte, le sujet principal ou l'idée à retenir principale, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Donc en fait, encadrer les messages importants. J'ai suivi des cours de média training, enfin on m'a formé. On vous dit clairement, l'idée c'est pas de répondre à la question, mais c'est d'utiliser l'espace de la réponse pour faire passer votre message. Donc ça, il me semble un élément essentiel. Et en tant qu'universitaire, je suis quand même attachée c'est un peu pompeux, mais à la conversation intellectuelle. Comme j'écoute beaucoup la radio, je vois bien maintenant, et que je travaille en plus sur les discours des élites politiques, je vois bien maintenant tout de suite la façon dont les hommes politiques utilisent l'espace pour ne pas répondre à la... Enfin, c'est pas tellement ne pas répondre à la question, mais c'est faire passer leur message. Je trouve que pour celui qui écoute, c'est quand même intéressant d'avoir une sorte de simili ping-pong conversationnel. Donc, j'ai compris le principe du média training, mais j'essaye de faire un petit peu des deux, sans me faire piéger. Comment se prépare-t-on à prendre la parole ? Avez-vous des conseils à donner à d'autres femmes ? Je pense que c'est quand même bien de partir du message principal et ensuite d'essayer de se mettre à la place d'une personne qui ne connaîtrait pas du tout le sujet et voir quels sont les cheminements logiques qui permettent d'arriver au message principal. Donc surpréparer, ça veut dire anticiper les questions, préparer aussi des points adjacents et puis reformuler, ralentir son débit de parole. C'est ce que j'essaie de faire parce que j'ai tendance à parler trop vite, soit parce que je suis intimidée, soit parce que le sujet me passionne. Ça permet de réfléchir à ce qu'on va dire ensuite, toujours dans l'idée de ne pas se faire piéger. Et puis ça permet aussi de terminer ses phrases. Et j'ai un problème de déformation professionnelle qui fait qu'en tant qu'enseignante, j'ouvre des parenthèses de parenthèses que je ne referme pas. Et je sais que c'est agaçant. Quand j'écoute mes collègues, je vois que c'est agaçant. Donc voilà, essayer de ralentir son débit de parole pour terminer ses phrases. Pourquoi est-ce si important que les femmes prennent la parole ? Pourquoi c'est important ? C'est important pour moi non seulement parce que je le fais tous les jours avec mes étudiants et mes étudiantes, c'est important parce que je suis en gestion, ma discipline c'est la gestion, c'est une discipline qui est assez méconnue, qui est coincée entre la sociologie et l'économie. Il y a peu de gestionnaires qui s'expriment dans les médias, j'ai quelques collègues, notamment masculins, qui sont un petit peu médiatisés mais pas beaucoup. Or, les organisations de manière générale, et notamment les entreprises où les startups prennent tellement de place, les marques, l'acte de consommer prennent tellement de place en fait dans nos vies quotidiennes que c'est très important qu'on entende des chercheurs et des chercheuses sur ce sujet. Donc moi, je suis pour une valorisation dans les médias de ma discipline et en plus je suis à l'université donc j'ai quand même l'idée que je travaille dans la fonction publique et que c'est normal pour moi de rendre mes travaux visibles parce que ils sont financés par des fonds publics. C'est pas seulement important de voir des femmes, c'est aussi important d'entendre des voix féminines. Parce que en fait, l'espace sonore est saturé de voix masculines. Si on regarde le temps de parole des députés à l'Assemblée ou le temps de parole à la radio, on entend des voix masculines, on entend peu des voix féminines. Il y a quelques semaines, Sandrine Rousseau faisait débat dans les médias et on entendait parfois des critiques sur sa voix et on entend des critiques sur les voix d'autres femmes d'un point de vue sonore. Or, c'est bien parce qu'on est tellement habitué à des voix masculines que la voix féminine, par définition, elle est dissonante et en fait, on va toujours la comparer à la tessiture d'une voix masculine. Et ça, c'est important qu'en fait, on entende des voix féminines dans les médias et des voix très différentes les unes des autres, des accents aussi. Il y a eu des travaux sur la disparition des accents ou un accent neutre. Qu'est-ce qu'un accent neutre ? Donc voilà, vraiment d'un point de vue sonore, je pense que c'est important qu'on entende des voix féminines. Aussi, je pense que c'est important qu'on entende des femmes qui s'expriment sur des sujets qui sont captés par des hommes. Donc typiquement la finance, l'économie, mais il y en a d'autres. Et qu'on entende des femmes qui ne s'expriment pas uniquement sur des sujets féminisés. Donc par exemple des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé ou alors des femmes qui s'expriment sur les violences sexistes et sexuelles, c'est quasiment que des femmes. Les femmes sont des sujets de proposition intellectuelle. Elles sont capables de théoriser, de produire des contenus intellectuels. Je pense à la leçon inaugurale d'Esther Duflo en ce moment, qui est prix Nobel d'économie au Collège de France. Donc les femmes sont capables, comme les hommes, de produire du contenu intellectuel. Ce sont aussi des sujets intellectuels qui s'expriment de façon conceptuelle, théorique, difficile, exigeant parfois. Voilà, vraiment de sujet à sujet. Voilà, en termes presque philosophiques, ça me semble important. Observez-vous une évolution de la place des femmes dans le milieu de la recherche ? Alors, l'université, c'est un espace social qui, comme les autres espaces sociaux, est pétri de sexisme et de misogynie et d'une misogynie bourgeoise subtile. Donc, pour répondre à votre question, en ce moment, je suis un petit peu contrariée sur ce sujet, même si évidemment les choses avancent. Et puis, mais par exemple, vous regardez la répartition des femmes maîtresses de conférences, maîtres de conférences du corps des MCF par rapport aux professeurs des universités, c'est
les femmes sont MCF, les hommes sont PU. Après, il y a des fortes disparités selon les disciplines. Je pense que je suis dans une discipline qui est plutôt mieux répartie, mieux équilibrée que d'autres, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, donc mes observations, elles s'arrêtent à mon expérience personnelle. Mais je pense que c'est un milieu où peut-être les femmes sont alertes, en tout cas sur le sujet, au courant des problématiques. À ma petite échelle, par exemple, moi j'ai cours avec des étudiants quasiment exclusivement masculins. Et donc, par exemple, il y a des réflexions autour de comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que, en premier lieu, nos étudiantes fassent leurs études dans des conditions agréables, en pleine sécurité. Et puis, au-delà de ça, comment est-ce qu'on les amène à s'épanouir par rapport à quand elles sont dans des milieux 90% masculins. Rencontrez-vous des difficultés en tant qu'enseignante dans ce milieu qu'on peut encore qualifier de très masculin ? La difficulté que j'ai, et c'est des réflexions permanentes, c'est quand vous avez, mettons, une classe de 25 étudiants où il y a 3 étudiantes. Moi, c'est vraiment les répartitions que j'ai. Par exemple, je pourrais donner la parole à un garçon, puis ensuite à une fille. Mais je peux pas parce que la répartition est tellement forte. En plus, mes étudiants, qui sont des jeunes hommes entre 20 et 25 ans, ils sont un petit peu rétifs aux questions féministes. Ils sont, comme beaucoup d'hommes, ils sont un petit peu méfiants vis-à-vis de ces sujets. Je pense que si je leur disais explicitement, à partir de maintenant, je vais donner la parole à une fille puis à un garçon et on va faire un temps de parole équilibré en classe, je pense que ça donnerait lieu à beaucoup de discussions. Et en fait, c'est pas tellement là-dessus que j'ai envie de me concentrer parce que j'ai d'autres objectifs pédagogiques de contenu sur les disciplines que j'enseigne. Donc, je suis un peu partagée sur cette question. J'essaye de pas mettre mes étudiantes mal à l'aise et donc j'ai plutôt tendance à ne pas pousser ce sujet et ne pas pousser cette idée-là d'interroger les filles plus que ça. Depuis quelques années, mes étudiants, quand ils choisissent un sujet de mémoire, il y en a beaucoup qui s'intéressent aux questions de genre. Donc j'ai beaucoup d'étudiants masculins qui travaillent sur des questions de genre. Et ça, c'est une satisfaction pour moi. J'ai des étudiants en STAPS, et donc j'ai des étudiants qui vont travailler, par exemple, sur les pratiques sportives des femmes qui portent le voile, ce que je trouve assez intéressant parce que les femmes qui portent le voile dans les médias, on ne s'intéresse pas tellement à leurs pratiques sportives ou à leur citoyenneté. C'est pas sous cet angle-là dont on en parle. Beaucoup de travaux sur les sports mixtes, très intéressant aussi. Et puis aussi, j'ai un étudiant qui avait fait un excellent mémoire sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans le cyclisme freeride. Donc voilà, c'est des sujets assez intéressants. Et il a remarqué, lui, son constat de départ, c'était que les femmes étaient dans les gradins et qu'elles n'étaient pas sur la piste. Et donc pourquoi ? Et il s'est intéressé à ce sujet. J'ai un étudiant qui travaille par exemple sur les femmes hooligans. Voilà, donc c'est dans le sport, mais sur des questions de genre. Et en fait, ça amène à d'autres questions de société. Avez-vous des modèles de femmes qui vous inspirent ? Oui, j'en ai beaucoup. Sur les autrices et les écrivaines, je vais pas les citer, mais par contre, sur les femmes qui prennent la parole dans les médias, il y a des femmes que j'observe et que j'écoute attentivement. Je pense à Caroline de Haas, qui je trouve, se sort de toutes les situations et en plus, elle est extrêmement joyeuse et positive. Et donc, je trouve que ses prises de parole sont très enthousiasmantes. Et aussi, Rokhaya Diallo, même si je suis pas toujours d'accord avec elle, elle garde un calme olympien et vraiment, parfois, elle est... Je l'admire pour ce calme-là, sa façon de terminer ses phrases, justement, de ne pas se laisser piéger. Voilà. Donc, c'est des femmes avec lesquelles je ne suis pas toujours en accord d'un point de vue des idées, mais en tout cas, sur la façon de faire, je les écoute avec attention. Peut-être que si vous les interrogiez, elles vous diraient qu'elles ont des interventions qu'elles regrettent ou qui se sont mal passées. Mais en fait, le problème, je pense que les femmes dans les médias qui interviennent sur les plateaux télé, elles sont quand même toujours jugées à l'aune d'un référent inconscient masculin. Or, la perte de contrôle, elle est quand même perçue comme une perte de contrôle. Et à mon avis, elle coûte plus cher aux femmes qu'aux hommes. Donc là où l'homme, il peut marquer un point, faire un argument, poser, si vous voulez, une forme d'assurance, peut-être que la perte de contrôle chez une femme, elle est plutôt vue comme un écart, une faiblesse. Les femmes lanceuses d'alerte, elles sont attendues au tournant et elles n'ont pas le droit à l'erreur. Là où les lanceurs d'alerte, on va plutôt s'intéresser au discours en lui-même sans s'attacher à la personne. Quoi qu'il y a des nuances sur les lanceurs d'alerte, ils sont aussi victimes de représailles et ils ont une lourde pression. Pensez-vous que les entreprises ont un rôle à jouer dans ce combat pour la parité ? Oui, alors plus qu'une responsabilité, c'est même un devoir légal pour les entreprises de s'assurer de la sécurité au travail de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Et puis, il y a beaucoup de déclinaisons de cette loi. Je pense que les grandes entreprises, notamment celles qui ont les moyens de mettre en place des initiatives,
peuvent être moteurs pour les plus petites entreprises. Je travaille en particulier sur des entreprises qui sont ni des startups ni des grandes entreprises, donc plutôt des PME historiques et qui sont en plus pas parisiennes. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de retard. J'ai l'exemple en tête d'une collaboratrice qui est embauchée après 10 ans à l'étranger dans une entreprise de construction, qui fait de la maîtrise d'ouvrage sur des projets à plusieurs millions d'euros et qui en fait au bout de quelques mois on la déplace dans un bureau et en fait elle se rend compte que c'est le bureau où il y a toutes les femmes de l'entreprise et donc c'est plutôt les métiers administratifs. Et donc de fait, au fur et à mesure du temps, elle perd en compétences puisqu'elle a plus d'échanges ou elle a moins d'échanges avec des gens qui font le même métier qu'elle, qui sont des hommes. Donc je pense qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement en retard. Je pense au secteur de la construction. Je ne parle pas pour toutes les entreprises, mais en tout cas les PME que j'étudie dans le secteur de la construction, c'est un peu compliqué. Je pense que bientôt dans les conseils d'administration, il va y avoir une sorte de pinkwashing des hommes qui se seront un petit peu intéressés au sujet versus un écart générationnel avec des hommes plus âgés qui auront complètement mis de côté ce sujet. Et en fait, ce sera une porte de sortie pour eux. Donc ça, c'est ce que j'aperçois. J'ai assisté à un conseil d'administration d'une entreprise dans le secteur de l'assurance, qui est une top 5 du secteur de l'assurance. Et il y avait plusieurs présidents, vice-présidents de l'entreprise. Et c'est clair que le jeune président d'une 40aine d'années qui a tout d'un coup parlé des collaborateurs et des collaboratrices et qui a, je crois, prononcé le mot diversité, et ben en fait, il a tout de suite ringardisé les autres présidents qui étaient plus âgés. Donc moi, je crois qu'il y a quelque chose de la ringardisation à vitesse grand V d'hommes qui ont des postes de pouvoir, qui sont très intelligents, qui ont fait des études, qui ont fait Polytechnique, par exemple, je pense à un PDG en particulier, mais qui se sont jamais intéressés à la question du féminisme en entreprise et qui pourtant ont l'habitude de réfléchir en termes de risques et bénéfices pour leur entreprise. Ils cartographient les risques en permanence, mais ce risque-là, qu'il soit individuel ou plus organisationnel, ils ne le voient pas. Et en fait, ils vont passer, il y en a qui vont passer à côté et qui vont avoir une fin de carrière qui va être abîmée par cet oubli-là. En fait, je pense qu'il faut voir ce que font les collaborateurs et les collaboratrices, les projets qui sont menés en interne, et le distinguer peut-être de la communication institutionnelle de l'organisation. Il va y avoir une question RH précise qui est que en 2030, quand vous recrutez des gens qui sont nés en 2005, donc 2030 c'est après-demain, c'est des jeunes gens, que ce soit des garçons ou des filles, je le vois parmi mes étudiants et mes étudiantes, qui ne sont pas seulement sensibilisés au sujet, c'est qu'ils l'incarnent pleinement. Peut-être que la pyramide des âges fait que les postes les plus élevés, c'est des gens qui sont plus âgés, vont être obligés, de façon peut-être même assez brutale, de s'aligner sur des demandes qui paraissent évidentes pour des gens qui sont nés en 2005. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et votre mot de la fin ? Un petit mot de la fin sur une prise de parole féministe dans les médias. Quelques aspects auxquels je m'attache à titre personnel. On n'est pas obligé de m'imiter, mais en tout cas, moi, j'essaye. J'essaye de ne jamais critiquer les autres femmes lors des prises de parole publiques de façon nominale, personnelle. Éventuellement commenter l'idée qui est discutée, mais pas, en tout cas, je critique pas... Je m'abstiens de critiquer des femmes avec lesquelles je suis en désaccord, même franc. Je m'attache aussi à citer les femmes avec leur nom et leur prénom. Je pense au fameux Ségolène pour Ségolène Royal, par exemple, alors qu'on citait Sarkozy par son nom de famille. Donc j'essaye d'éviter. Et je pense aussi à ce conseil qui avait été, à cette technique qui avait été mise en évidence par Anita Dunn et Susan Rice, les conseillères de Barack Obama, qui parlaient d'amplification des idées des autres femmes en réunion. Elles amplifiaient, elles rebondissaient en citant la personne ou la femme qui avait eu l'idée pour s'assurer que l'idée en question n'était pas reprise ou récupérée par un homme de l'équipe. J'essaie vraiment de citer l'autrice de l'idée ou la scientifique, l'universitaire, les travaux de recherche de l'universitaire en question. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch and Talk, un podcast Vox Femina en collaboration avec A Priori, le média des décideurs.